Bonjour amis d'Evenu TV et merci de nous suivre pour cet autre numéro des grandes questions de l'actualité qui reçoit aujourd'hui le tout premier candidat déclaré pour la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Révélé aux Ivoiriens à la faveur des manifestations de la Galaxie patriotique contre la rébellion il y a quelques années en Côte d'Ivoire, il est considéré aujourd'hui comme un véritable bras droit de Charles Blé Goudé. D'ailleurs, à sa sortie de visite à ce dernier à La Haye en septembre 2017, il a décidé de mettre un terme aux activités du mouvement politique qu'il avait créé et qu'il présidait, le MDCI. Lui, c'est Awas Talon. Il est exilé politique aux États-Unis et il est en ce moment en tournée européenne dans le cadre de sa visite, de sa vision politique. Il a accepté de parler de la Côte d'Ivoire avec nous aujourd'hui. Bonjour Stallone. Bonjour cher monsieur. Merci de nous honorer de votre présence. C'est un plaisir partagé. Okay. Je voudrais à mon tour vous dire merci d'avoir accepté de nous recevoir sur votre plateau. C'est nous qui sommes tout honorés. Mais apparemment, les choses semblent bien aller pour vous. Enfin, c'est la réponse que j'ai envie de donner à la toute première question. Comment va Awas Talon depuis les événements qu'ont connu la Côte d'Ivoire? Bien, merci. Je voudrais encore vous dire merci pour cette opportunité. Comment va Awas Talon depuis les événements? Je ne peux pas parler de Awas Talon sans faire un clin d'œil aux Ivoiriens, nos frères encore en exil. Je ne peux pas parler d'Awas Talon, de comment va Awas Talon, de quel est mon état, sans que je ne salue cette brave population ivoirienne, sans que je ne fasse corps avec cette population ivoirienne, ce peuple ivoirien qui a payé le lourd tribut de la rébellion de 2002 jusqu'à la crise post-électorale de 2011. Je voudrais faire corps avec vous et vous dire que vos souffrances, nous les partageons. Faire corps avec tous ceux qui en ce moment sont en prison, sans jugement, depuis plus de 6 ans. Faire corps avec tous ceux qui ont perdu un proche. C'est pour cela que nous sommes au four et au moulin, tous les jours, pour que nous puissions, cher monsieur... C'est tellement que vous aurez l'occasion... Il y a ça. Vous aurez l'occasion de vous adresser aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont d'abord envie de savoir comment va Awas Talon. Mais avant les événements, comment je vais, cher monsieur, il faut bien qu'ils se rendent à l'évidence que nous partageons leur quotidien avec eux. Oui, non, ça c'est sûr. Il y a ça. Ils vous ont vu sur le terrain. Cela dit, Awas Talon va très bien. Voilà, c'est tout à fait ce que nous voulons. Très bien. Nous allons très bien et nous voulons que cette santé-là puisse rejaillir sur tous ceux qui, en ce moment, ont besoin. Vous avez vu? D'accord. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, vous aurez l'occasion de parler à votre peuple, aux Ivoiriens, à vos compatriotes. Et nous allons véritablement commencer par la question que nous avons l'habitude de poser à tous nos invités. Quel est votre regard sur l'actualité socio-économique aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Je veux parler particulièrement de la question de la sécurité et de l'économie nationale. Moi, je pense que c'est avec tristesse que moi aussi je vais vous répondre parce que nous sommes à l'extérieur, mais vu de l'extérieur, nous nous rendons à l'évidence que tout ce que M. Ouattara avait proposé aux Ivoiriens, promis aux Ivoiriens, quand il était en campagne, je ne parle pas de ces médias qui voulaient distribuer parce que c'est du pipeau, ça n'existe nulle part au monde. Mais pour dire qu'aujourd'hui, avec Laurent Gbagbo, nous avons, quand je dis nous, c'est Laurent Gbagbo et toute son équipe dans leur ensemble. Il a fait de sorte à ce que les dettes de la Côte d'Ivoire soient payées, pour qu'on soit éligible au PPTE. Ça veut dire que nous pouvions, avec ce point d'achèvement, au lieu de payer des crédits, bénéficier de cet argent, c'est-à-dire au lieu de payer des crédits, prendre cet argent pour pouvoir développer le pays. Malheureusement, celui qui a succédé au président, alors que les gens ironisaient sur le fait que nous puissions, en tant que pays pauvre, très endetté, faire notre publicité, parce que déjà, le fait que vous puissiez être éligible au PPTE, ça veut dire que vous avez suivi une traçabilité. Vous avez suivi des instructions de Bretton Woods, vous avez suivi les instructions du Club de Paris, du FMI, etc. etc. Mais ils prenaient ça pour narguer le président Laurent Gbagbo, mais en réalité, c'était sibyllin. Juste utiliser cet argent parce qu'ils savaient qu'après ça, on n'avait plus de crédit à payer. Mais justement, avec ce que Ouattara fait aujourd'hui, on se rend à l'évidence que la Côte d'Ivoire est peut-être l'un des pays les plus endettés au monde. Il a utilisé tout cet argent pour pouvoir le mettre dans la poche, pour pouvoir donner un sens à son népotisme,
Et bien évidemment, le pays va très mal parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens dans la diversité ne peuvent même pas se nourrir plus de 2 fois dans la journée. Et donc c'est difficile. C'est inquiétant pour tous ceux qui sont observateurs de l'autre côté. Au point où tous ceux qui l'avaient mandaté se rendent dans l'évidence que c'était le mauvais pion. Il y a ça, et au niveau sécuritaire, vous savez aujourd'hui que le pays va très mal parce que je ne peux pas comprendre que une bande armée avec laquelle vous avez fait un contrat pour aller chasser quelqu'un du pouvoir, cette même bande armée, vous puissiez prendre l'argent du contribuable ivoirien pour payer des gens avec lesquels vous avez contracté. Vous avez vu ça où dans le moment? Quand il y a une dictature naissante en Côte d'Ivoire, malheureusement, quand le peuple est aujourd'hui muselé, dû au fait que l'opposition elle-même, elle est miettée, malheureusement, il n'y a personne pour dire « Oh là, M. Ouattara ». Mais je vais vous dire que le pays va très mal, que ce soit au plan économique comme au plan sécuritaire, au point où l'Ivoirien lambda se demande où nous allons. D'accord, justement, vous nous donnez l'occasion d'évoquer la politique. Et je parie que pour vous, l'actualité principale, c'est votre candidature à la présidentielle de 2020. Avant d'évoquer quelques préoccupations relativement à cette candidature, dites-nous pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être candidat. J'ai envie de savoir si c'est... Oui, mais bien sûr, c'est pour cela que je partageais le quotidien des Ivoiriens dans la diversité, parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien lambda se rend à l'évidence qu'il faut un changement. Nous sommes candidats pour répondre à l'aspiration profonde des Ivoiriens qui veulent un changement à la tête du pays, mais parce que nous avons besoin de paix. Et jusqu'à présent, je ne vous le fais pas dire, mais tout le monde suit l'autorité ivoirienne. On ne peut pas, pour son propre bonheur, aller sacrifier un enfant. Vous voyez, tout ce qui se passe comme sacrifice en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas cela seulement. Mais je veux dire que moi, je suis spirituel. Je me rends à l'évidence que quand Dieu ne vous a pas donné un pouvoir, il n'accompagne pas ce pouvoir. Au point où ils sont obligés d'user des mêmes sacrifices, du même rituel qui les a amenés au pouvoir pour pouvoir peaufiner leur stratégie. Non, malheureusement, vous n'allez pas accuser le pouvoir quand même d'être... Je n'ai pas encore dit ça, mais je dis que je parle de façon spirituelle. Je suis chrétien, et je dis que quand Dieu ne vous a pas donné le pouvoir, il n'accompagne pas ce pouvoir. Je n'ai pas encore accusé quelqu'un. Bon. Mais ce n'est pas moi qui fais les sacrifices en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait qu'il y a aujourd'hui des sacrifices au point où M. Ouattara lui-même s'est excusé et demandé aux Ivoiriens de lui faire confiance. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Mais je vais vous dire, cher monsieur, que nous avons décidé d'être candidats pour répondre à cette aspiration des Ivoiriens qui ont besoin de changement à la tête du pays. Ça veut dire quoi? On a besoin aujourd'hui de quelqu'un qui peut rassurer. On a besoin de quelqu'un qui ne vient pas pour se venger. On a besoin, nous avons connu les îles, nous avons connu aussi la gloire, avec le pouvoir, nous avons connu les îles, et nous ne voulons pas qu'un Ivoirien subisse ce que nous avons subi. Vous aviez un projet de société, mais bien sûr, cher monsieur, vous venez pour enlever Ouattara. Parce qu'on ne veut pas. Quand on veut venir au pouvoir, c'est parce qu'on vient avec un projet de société. On ne vient pas parce que justement, même si notre intention c'est de ce que Ouattara ne puisse plus traumatiser les Ivoiriens. Mais cher monsieur, je vais vous donner 2 ou 3 exemples. Et j'espère que vous ne prendrez pas pour appui notre projet de société pour faire de ce projet de société le vôtre. Mais expliquez-les aux Ivoiriens. C'est les Ivoiriens. Nous venons pour non seulement apporter un plus avec un condensé de ce qui existe d'abord en Afrique, chez nous en Afrique, mais compte tenu de l'expérience que nous avons acquise à l'extérieur. Je vous prends un exemple banal. Quand nous allons venir, la première des choses que nous allons faire, ce serait d'immatriculer les Ivoiriens. On va immatriculer les Ivoiriens. Chaque Ivoirien aura un numéro matricule pour que nous sachions qui fait quoi dans notre pays, qui rentre dans notre pays, qui sort de notre pays. Une forme de xénophobie. Non, on va revenir à ça. On va immatriculer les Ivoiriens pour qu'on sache qui habite en Côte d'Ivoire. Parce qu'avec un niveau de matricule, cela pourra amener les gens à commettre moins de larcins. Si vous êtes immatriculé et qu'on sait qu'avec votre numéro, un genre numéro social, on pourra vous retrouver partout à travers n'importe quelle adresse, parce que nous allons procéder aussi à l'adressage des rues. Mais cette immatriculation pourra réduire la criminalité. Il faut que les gens soient identifiés sur tous les plans. Il y a ça. On va procéder à l'adressage des rues parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'heure de la mondialisation, à l'heure des interchanges, et bien évidemment, pour que je puisse quitter Cocody ou Yopougon-Poala, il faut bien que le GPS puisse me dire où je vais. On ne va quand même pas dire non, il faut aller là où la femme va à la Loco, le jour qu'elle ne va pas à la Loco pour ne même pas retrouver M. Lambda. Il y a ça. On va procéder à l'adressage des rues pour que nous puissions donner une adresse à chaque Ivoirien. Il y a ça.
Vous parliez de xénophobie, je vais vous dire tout de suite. Nous, on va créer la police de l'immigration. On va créer un département de l'immigration pour que nous sachions qui rentre dans notre pays, qui sort de notre pays. Mais en même temps, au lieu qu'un chef d'État, ce soit à lui seul que soit dévolu le fait de signer un décret pour rendre quelqu'un ivoirien, on va faire comme en Europe. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous soyez étranger, et que vous avez payé vos impôts, vous avez payé vos taxes, vous vous êtes acquitté de tout ce que le pays demande. C'est-à-dire quoi? Être correct vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire, vous payez vos impôts, vous payez vos taxes, mais après 5 ans, puisque ce ne serait plus du recherche du chef de l'État, mais bien évidemment, avec le département de l'immigration que nous allons mettre en place, vous allez vous déposer vos dossiers, on vérifie, pour voir si vous n'avez pas de lacin. Non, vous parlez de est-ce qu'on ne veut pas on va pas vous traiter de xénophobe. Je réponds à cette question pour vous dire que dans ce sens-là, vous voyez, vous pourriez demander la nationalité ivoirienne après avoir vécu 5 ans en Côte d'Ivoire. Si vous n'avez aucun lacin, vous n'avez pas commis de lacin, vous n'avez aucun problème à la justice, bien évidemment, vous pourrez avoir la nationalité ivoirienne. Les Ivoiriens, vous avez dit que vous faites corps avec eux. Aujourd'hui, ils ont faim, ils ne sont pas dans la sécurité. Qu'est-ce que vous leur proposez? Mais vous parlez de mon programme de société, oui. Mon programme de société, mais c'est une déclinaison de notre programme de société. Et comme le mot xénophobie est sorti, je vais rassurer tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire et tous ceux qui ont leurs frères en Côte d'Ivoire qu'avec nous, beaucoup de choses vont changer. Avec nous, ce ne serait pas seulement le chef de l'État qui signe un décret, après peut-être combien d'années, pour faire de vous un Ivoirien, on va créer un département de l'immigration. On va créer une police de l'immigration. Mais tout en filtrant ceux qui rentrent chez nous et qui sont de chez nous. On ne va pas rester comme ça, comme un fourre-tout, au point où tu peux venir faire ce que tu veux, puis répartir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est comme une référence des terroristes, mais parce que tous ceux qui sont en ce moment-là leur donnent cette occasion-là. Celui qui veut tenter une petite expérience pour venir prendre une arme pour peut-être dire que non, j'ai été aussi un combattant de Ouattara, il faut qu'on me donne 10 millions, 100 millions. Bon, comment on sait qu'il va prendre des conteneurs pour les donner? Donc, ce n'est pas un bon exemple. Il faut que nous sachions filtrer et que nous sachions qui est sur notre territoire. C'est tout à fait normal, ça se passe un peu partout. Les Ivoiriens ont faim. Qu'est-ce que nous avons pour résoudre ce problème? Mais je vais vous donner un exemple. Vous êtes ici en Europe. Si vous avez besoin d'un mécanicien, je ne suis pas sûr que vous allez le trouver dans la rue. Si vous avez besoin d'un mécanicien, vous allez prendre rendez-vous avec un mécanicien. Même si vous avez besoin d'un coiffeur, je ne suis pas sûr que vous puissiez le trouver dans la rue. Mais chez nous, le mécanicien, le cordonnier, le menuisier, la coiffeuse, le coiffeur, ils pensent peut-être que c'est un son métier. C'est déjà du travail. Alors nous allons professionnaliser cela. Aux États-Unis, par exemple, pour pouvoir exercer, il faut avoir une licence. Mais on ne donne pas la licence à n'importe qui. Il faut avoir fait une formation. Mais ceux-là, ils existent déjà. Je vous prends un exemple. Un petit coiffeur va dans une ambassade pour peut-être prendre un visa parce qu'il n'y a aucune traçabilité. Il ne paye pas de taxes, il ne paye rien. On ne sait même pas combien il gagne. Mais on dira, mais celui-là, dans notre jargon, il va se chercher en France. Mais quelqu'un même qui a 60 000 francs qui est fonctionnaire, quand il va à une ambassade, on va dire qu'il a une traçabilité, il paye les impôts, mais dans tous les cas, il va revenir parce qu'il travaille. Mais il aurait envie d'aller se reposer aussi avec sa famille. Mais nous allons faire de sorte à ce que tout cela soit stratifié. Vous avez l'ordre des médecins, vous avez l'ordre des infirmiers, mais on peut créer une coopération, par exemple, l'ordre des menuisiers, l'ordre des cordonniers. Et cette coopération pourra veiller sur leur entité. Et ils paieront les impôts, ils paieront les taxes comme tout le monde. Et l'État pourra les accompagner à travers des formations. Et donc, ce qui existe déjà, l'existant, nous pourrons faire de sorte à ce que celui-là, l'existant, soit plus développé pour les amener à se prendre au sérieux et à prendre le travail au sérieux. C'est-à-dire quoi? Un menuisier qui est allé faire une formation, cela voudra maintenant dire qu'il faille améliorer les centres de formation, construire plus de centres de formation, etc. etc. Et qu'on n'attend pas seulement dans l'université pour pouvoir faire des choses. À partir de la troisième, on pourra orienter quelqu'un dans une grande école. Il y a ça. Donc, on va professionnaliser ce secteur. Il y a déjà du travail. Au lieu de venir promettre 10 millions de travail, ou bien 5 millions de travail en une année ou en deux, non, il y a de l'existant que nous pourrons améliorer avec une stratégie dont je n'ai pas de repas ici. Mais on a cette solution. Il y a ça. Ensuite, cher monsieur, il y a qu'aujourd'hui, vous voyez, j'ai fait quoi avec tous ceux qui sont encore en prison sans jugement? Mais nous allons supprimer le juge d'instruction. Nous allons le supprimer et permettre aux avocats et aux juges, même aux avocats d'être des juges en temps partiel. Parce que si on supprime le juge d'instruction, s'il n'a pas fait le compte rendu, le rendu de son instruction, mais naturellement, vous restez en prison. Cela explique qu'il y a encore des gens depuis 7 ans, 10 ans qui sont en prison sans jugement parce que le juge d'instruction n'a pas encore rendu son instruction. Il y a ça, on va supprimer le juge d'instruction et puis surtout, on va faire élire le procureur de la République.
Le procureur de la République, pour éviter qu'il soit sous l'influence d'un chef d'État ou d'un ministre. Il est ça. Vous me parlez de projet de société. C'est vraiment intéressant, justement. Je vais m'arrêter là parce que j'espère qu'ils ne prendront pas pour appui notre programme de société. Je vais m'arrêter là. On trouvera l'occasion pour vraiment discuter votre projet de... Beaucoup de choses. Vraiment, nous en parlons. Venir nous mettre au service de notre pays. Tu as besoin de paix, tu as besoin de tranquillité et tu as besoin de quelqu'un qui ne vient pas se venger. Nous sommes secrétaire général d'une organisation internationale. Nous allons partout dans le monde pour parler de paix. Nous voulons parler de paix dans notre pays. Nous l'avons déjà fait. Nous venons pour parachever. Vous êtes désormais militant du COJEP de Blé Goudé depuis votre dernière visite à votre leader, si je peux l'appeler ainsi. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous êtes le candidat du COJEP pour 2020? Il y a la partie politique. Mais aujourd'hui, je parle des Ivoiriens de paix. Ça veut dire que l'aspiration... Laissez-moi vous répondre. L'aspiration profonde des Ivoiriens aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui vient d'un parti politique pour être candidat. C'est quelqu'un qui se met au-dessus de tous les partis politiques. C'est quelqu'un qui transcende les partis politiques. Ma question est toute simple. Je ne suis pas candidat du COJEP. Je serai le candidat de tous ceux qui ont faim. Je serai le candidat de tous ceux qui ont besoin de tranquillité. Je serai le candidat de tous ceux qui sont en prison. Je serai le candidat de tous ces Ivoiriens qui souffrent. De tous ceux qui sont en exil, qui veulent repartir dans leur pays. Ma question, elle est toute simple. Je vous ai déjà répondu. Vous êtes militant du COJEP. Ce que je peux vous dire là-dessus, à supposer. Le thème militant, il est trop juste. Il faut que l'opinion soit éclairée. Vous ne pouvez pas dire que je suis militant. Je dis que je me mets à la disposition du président fondateur du COJEP et de son parti. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas encore de cadre de militant du COJEP. Donc il faut que cela soit clair. Voilà. Le MDC... Nous sommes en pleine négociation, nous sommes en pleine discussion. J'ai mis un thème aux activités du MDCI le temps que nous puissions trouver des arrangements. Voilà. Donc il faut que cela soit clair. Ne me traitez pas de militant. Vous demeurez président du MDCI. Je suis encore président du MDCI en pleine négociation avec le président fondateur pour que nous puissions trouver la manière de collaborer. Voilà, pour que cela soit clair. Et la nouvelle constitution exige désormais un ticket pour la présidentielle. Votre binôme, c'est qui? Qui est le vice-président? On n'est pas encore en campagne. Non, on le saurait, monsieur. On sait déjà qui est la tête de liste, la personne la plus importante sur la liste, c'est vous. Oui, mais laissez-nous avoir quelques secrets quand même. Vous aurez l'information, ce n'est pas notre première fois ou notre dernière fois d'être ici. Vous aurez l'information plus tard. On ne peut pas évoquer évidemment l'opposition ivoirienne sans regarder ce qui se passe au FPI. Vous aviez eu la chance d'approcher le président Laurent Gbagbo. C'est vrai que vous n'étiez pas là-bas pour cela, à l'AE, je vais dire. Quelle est votre observation après ce passage de la crise entre AFI et Sangaré? Merci. Moi, je voudrais que les camps, il n'y a pas seulement le camp AFI, il n'y a pas seulement le camp Sangaré, il y a aussi le FPI en exil au Ghana. Et je suis sûr qu'à cette allure, il y a d'autres clans qui vont se former pour se réclamer. Mais nous sommes tous proches du président Laurent Gbagbo. Et moi, pour ce que je sais, c'est que nos aînés devraient se mettre à la place de Laurent Gbagbo. Parce que le président, il est en prison. Il n'est pas en villégiature. Il n'est pas en voyage. Il faut aller à La Haye pour savoir ce qu'il endure. Il faut aller à La Haye pour savoir que c'est révoltant de faire passer quelqu'un qui ne peut même pas toucher à un cafard, à une mouche, de le faire passer pour un criminel. Il faut aller à La Haye pour savoir que ça fait mal de découvrir que Laurent Gbagbo, qui est notre référent politique, puisse aujourd'hui être déshumanisé de la sorte. Mais quand tu es conscient, il y a des pas que tu ne poses pas. Ce n'est pas Laurent Gbagbo de venir leur dire comment il doit marcher. Ce sont eux qui, de par ce qu'ils veulent, en réalité, s'ils veulent vraiment la libération du président Laurent Gbagbo, ils devraient se mettre ensemble pour pouvoir aller dans un sens commun. Il y a ça. Ce n'est pas Laurent Gbagbo de leur dire ce qu'ils doivent faire. Et moi, je m'insurge là-dessus. Et les gens sont en exil. Il y a des familles qui sont disloquées. Il y a des enfants qui ne vont plus à l'école. Quand vous allez au Ghana, vous allez au Togo, vous allez un peu partout, des hauts fonctionnaires qui sont sous des bâches, attendant une pitance quotidienne. Ça ne vous dit rien. C'est tirer la couverture sur soi pour se positionner par rapport à quoi? Peut-être qu'il y a une main invisible, je ne saurais répondre. Mais je vais dire quoi? Il faut que nos aînés se ravisent. Et que ce ne soit pas quelqu'un d'ailleurs qui vient leur dire ce qu'ils doivent faire. Ils sont suffisamment érudits. Moi, quand je suis revenu de la Haye, vous voulez parler dans ce sens? Quand je suis revenu, oui, bien sûr, je parle avec Afin Guisson. Oui. Quand je suis revenu de la Haye, j'ai pris mon téléphone. J'ai eu le président Afin Guisson, que je salue d'ailleurs. Je lui ai dit, cher ami, personne ne m'a envoyé. Je l'ai dit dans un journal, je le répète ici. J'ai dit à Afin Guisson, personne ne m'a envoyé. Moi, Stallone,
je souhaite que toi, le grand frère Afrique, et Sangaré, vous entendez, si vous voulez, vous mettez le président. Non, je n'ai même pas dit si vous voulez, vous mettez le président à la tête du FPI. Et vous deux, Laurent Gbagbo? Oui, le président Laurent Gbagbo à la tête du FPI, et toi et le président Sangaré, vous devenez vice-président. Afi m'a dit qu'il n'est pas opposé à ça. Il m'a dit, petit frère, tout ce qui peut nous amener à la paix et à la réconciliation, je n'y suis pas opposé. Comme on est en négociation, donne-moi le temps, on va parler. On n'a pas encore parlé, mais ça, je lui ai proposé. Vous m'avez demandé si on parle, j'ai dit ça à finissant. Je lui ai dit, laissez le président Laurent Gbagbo à la tête du FPI et toi et Sangaré devenez des vice-présidents de Laurent Gbagbo. Ça va me faire la crise. Et ça, c'est aussi une de mes propositions. Pour vous, chef des partis politiques, qui est le président du FPI? Non, moi, je ne veux pas rentrer dans des considérations. Non, je ne veux pas rentrer dans les considérations. Vous m'avez dit qu'il y a deux votre allié politique? Je veux que la paix revienne entre les braves. Je veux que la paix, parce qu'on ne peut pas reprocher à Alassane Ouattara de ne pas vouloir aller à la paix et que nous-mêmes, on ne puisse pas aller à la paix. Il faut qu'ils partent à la paix avant que, dans tous les cas, s'ils sont unis, nous pourrons aller éventuellement vers eux. Mais s'ils ne sont pas unis, malheureusement, puisque c'est la tête de file de l'opposition, nous les emmenons en se rendant à l'évidence que l'intérêt principal aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo. Celui autour de qui tout doit tourner, c'est Laurent Gbagbo. Il faut qu'il se ravise. J'ai dit que Afin N'Guessa m'a dit qu'il était prêt à aller dans le sens que moi je lui ai indiqué. Personne ne m'a envoyé. Je lui ai dit, grand frère, voilà ce que j'aurais souhaité. Il m'a dit, je ne suis pas opposé à ça. Et donc, il faut aussi que le camp Sangaré mette un peu d'eau dans son vin. Vous avez fait une démarche dans ce sens? Je n'ai pas encore fait une démarche dans ce sens. J'attends de peaufiner ma stratégie avec le président Afin N'Guessa. La présidentielle, c'est dans un peu plus de 24 mois, peut-être 26 mois, on va dire. Vous êtes en train de vous balader, je vais dire ici, de tourner. En je Europe. ne me balade pas. Enfin, vous êtes en train de tourner, si vous préférez. Merci. Ce vocable, vous êtes en train de tourner ici en Europe. L'électorat, c'est essentiellement en Côte d'Ivoire. À quand le retour pour parler à ceux qui doivent vous choisir? Mais je voudrais dire aux Ivoiriens que je sais que leur réelle volonté, c'est de nous voir tous ici sur le terrain. Mais nous travaillons dans ce sens. Nous avons quand même des strates, nous sommes stratifiés, nous travaillons dans ce sens. Mais il faut bien comprendre les dispositions parce que nous ne pouvons pas aller comme ça sans qu'on ne prenne certaines dispositions. Vous nous voyez tourner, mais c'est pour que nous puissions nous aussi nous mettre au même niveau que ceux sur lesquels, vous voyez, nous voulons apporter nos stratégies, c'est-à-dire ceux avec lesquels nous voulons lutter, nous voulons nous donner les mêmes moyens. Alors, donc, ce sont à la recherche de ces moyens-là que nous sommes. C'est à la recherche de ces moyens-là. Et ça se passe très bien sur le terrain? Je peux vous affirmer que, par la grâce de Dieu, ça va. Nous sommes en Europe, après nous allons faire une tournée africaine. D'accord. Et après ça, nous allons mettre le cap sur la Côte d'Ivoire. Donc, il ne faut pas qu'il soit dans la peur de dire, ben, attention, nos leaders affirment des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Nous allons aller sur place. Nous sommes en train de prendre certaines dispositions, mais nous verrons bientôt. Mais on n'oublie pas que vous êtes venu, vous êtes en exil, hein? Donc vous revenez bientôt. Est-ce à dire que les conditions qui vous obligeaient à l'exil sont aujourd'hui... C'est la candidature qui nous amène à aller sur place pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce que nous avons fait. Ça veut dire qu'on peut retourner en Côte d'Ivoire? Je vous ai dit que c'est pour cela que nous prenons des dispositions. Sinon, si les conditions étaient réunies, nous serions allés directement, nous ne serions pas en train de tourner, nous ne serions pas en train de prendre des dispositions. Je vous ai dit que nous sommes en train de prendre des dispositions. On ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire sans parler de réconciliation. Vous aviez épousé il y a quelques mois la volonté de Soro Diom dans cette déclaration, dans ce sens-là. On vous annonçait même comme un recrue de celui-là que vous avez farouchement combattu d'ailleurs. Et quelle est aujourd'hui l'évolution de cette prise de position de votre part? Je n'ai pas pris de position pour Soro Diom. Vous avez ça. Et je ne peux pas être une recrue de Soro Diom. Il faut que cela soit clair. Et ceux qui le disent, je m'inquiète de ces jérémiades. J'ai dit pour Soro Diom qui voulait aller rendre visite au président Laurent Gbagbo, dans son intention d'aller rendre visite au président Laurent Gbagbo, j'ai dit que je partageais cette idée parce que Soro Diom avait été un bourreau pour Laurent Gbagbo. Et le fait que le bourreau se décide d'aller rendre visite à celui qui l'a diabolisé, parce que Soro Diom, Laurent Gbagbo était toujours aux côtés de Soro Diom. C'est ce que j'ai précisé dans l'interview. Malheureusement, les gens sont sectoriels. Vous voyez, j'ai dit que Soro Diom à la Fessi, quand il avait des difficultés avec le pouvoir de Konan Bédié, c'était Laurent Gbagbo. Soro Diom dans la rébellion, quand sa rébellion était presque sclérosée, c'était encore Laurent Gbagbo pour le sortir de là pour faire de lui son premier ministre. Et que le fait de décider d'aller rendre visite au président Laurent Gbagbo, moi-même, je l'y encourage. C'est ce que j'avais dit.
Je n'ai pas dit qu'il partage sa vision, j'ai dit je l'y encourage. Il n'est même pas parti, mais je savais plus ou moins, j'ai même demandé qu'il essaie d'appuyer même le projet de Miambli, qui demandait la libération de Laurent Gbagbo et de tous les prisonniers politiques. C'est ce que j'ai dit. Donc si ceux qui ont été rapides à donner une autre explication à cela, me faisant passer pour un recul de Soro, je ne peux pas. Pourquoi est-ce que je devais être recul de Soro Diop? Je l'ai encouragé à aller rendre visite à quelqu'un. Moi, je ne vous aime pas. Et je décide du coup d'aller. Parce que Soro, il a contribué à la déportation du président Laurent Gbagbo. Si celui qui a contribué à sa déportation, alors que tout le monde le diabolise de l'autre côté, décide d'aller lui rendre visite à la CPI, vous voulez que... Mais l'Ivoirien conscient devrait même l'y encourager, au lieu de s'opposer à ça. Donc vous l'amenez... Et ça pouvait amener au décrispage. Vous voyez? Et c'est pour cela que j'ai encouragé cela. Ouattara même aurait décidé d'aller rendre visite au président de Gbagbo. On a encouragé à y aller. D'accord, ok. Stallone, on est sans ignorer que vous avez aussi marqué la Côte d'Ivoire en tant que président de l'équipe de football de chez vous, de votre localité, IRI FC, et que vous avez d'ailleurs en son temps hissé en première division du championnat national. Avec cette casquette-là, quel est aujourd'hui votre commentaire de ce qu'on pourrait qualifier de crise de confiance entre la Fédération ivoirienne de football et certains de vos anciens pères présidents de club? Et je voudrais moi aussi les saluer le président Sidi. Je voudrais saluer les autres. Donc je ne t'aiderai pas parce que je me rappelle qu'au-delà du fait que j'ai été en Ligue 1, j'étais le responsable de la mobilisation, le chargé de la mobilisation de la Ligue professionnelle. Et j'étais le président du comité d'organisation de la conférence des présidents. Et donc avec Roger Ognet, avec Salih Bitogo, avec Gilles Rose, Siaba Hervé et Jean Demandé, tout ça. Et j'ai joué mon rôle. Quand le président Sidi Diallo et le président Bitogo devaient aller aux élections, puisqu'il y avait beaucoup de difficultés. Moi, je travaille avec eux tous, je les connais tous. Je me suis permis de régler certains différends dont je ne parlerai pas ici. Pour dire qu'il y a des choses à l'entente qui, ma foi, commencent à être révélées au grand jour. Je ne peux que demander qu'ils aillent à la paix. Parce que le football, c'est pour moi le meilleur facteur de rapprochement. On ne peut pas être dans le football et puis être divisé. Et donc, si tant est que le football est un moyen de rapprochement, la preuve, nous avons utilisé les footballeurs pour donner un sens à ce que nous voulions mener comme action de paix. Donc le football, c'est d'abord la paix. C'est pourquoi on parle de fair play dans le football. Et bien évidemment, on ne peut pas être dans le football et puis être divisé. Donc j'appelle le président Sidi Diallo et le chef de file de l'autre camp, dont Bitogo, dont Roger Ognet et les autres, dont le président du Denguélé, Aboulaye, je les amène à se resserrer les coudes. On n'a pas besoin d'aller hors de la Côte d'Ivoire. J'ai appris qu'ils vont en Suisse pour pouvoir régler les différends. On n'a pas besoin d'aller hors de la Côte d'Ivoire pour régler les problèmes de la Côte d'Ivoire. Nous avons tenté avec Alassane Ouattara. Aujourd'hui, tout le monde se rend à l'évidence qu'il s'était trompé. Au moment où il n'est pas encore tard, il est temps qu'il puisse se resserrer les coudes pour le bonheur du football ivoirien. Merci bien. Nous sommes quasiment au terme de cet entretien. Nous allons vous laisser le soin de vous poser la dernière question et de la répondre. Alors, j'aurais été à votre place, je me serais demandé si nous avons confiance en nos capacités. Et je réponds tout de suite oui, parce que nous avons des idées nouvelles pour la Côte d'Ivoire. Nous avons des idées pour bouter toutes ces générations, ces vieilles classes, la bouter hors d'état de nuit, parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, c'est à l'évidence que nous, les jeunes, nous ne sommes plus faits pour juste placer des micros, placer des chaises, placer des bâches, pour aller squatter des bureaux, pour attendre qu'un ministre vienne ou donner le transport. Non, nous ne sommes plus à cette dimension. Nous voulons révéler au monde entier que nous avons des capacités, nous avons des potentialités. Et nous sommes capables de faire plus que. C'est pour cela que nous avons un programme de société calqué sur l'Occident, mais en adéquation avec ce qui se passe chez nous. Et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout pour que la Côte d'Ivoire puisse être fière de nous. Et donc, nous travaillons dans ce sens-là. Nous avons un programme de société, nous avons un projet de société pour ne pas dire, nous avons un programme de gouvernement. Mais autant opportun, les Ivoiriens sauront que nous sommes capables de relever des grands défis. Cela dit, je voudrais inviter le chef d'État actuel à ne même pas songer à un troisième mandat.
Parce que cela semble... La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. Tu as fini tes 2 mandats. Tu avais autant de gens, il avait même demandé un seul mandat. Il dit, donne-moi juste 5 ans. Bon, comme il a pu, on le connaît, il n'a jamais respecté parole. Sur Oufou, il avait demandé 100 jours, après il a demandé 1000 jours, ça on le sait. Un mandat, après il allait à un deuxième mandat, 2 mandats, je pense que c'est trop, ça suffit comme ça. Il a trop fait souffrir les Ivoiriens ont trop souffert. Il faut bien que, avant qu'il ne parte, il puisse au moins inscrire son nom sur l'échiquier national. C'est-à-dire quoi? Penser à nos prisonniers politiques. Et puis, ne pas se recroqueviller derrière la honte. Il sait que le procès qui se passe en ce moment à la CPI, il y a toute une vacuité au niveau des accusations. Pourquoi ne pas se donner ce courage-là de retirer la plainte de la Côte d'Ivoire et penser à comment dédommager les victimes des 2 camps? Il y a eu une crise post-électorale. Je l'ai dit au Mexique, devant des sénateurs. Je leur ai dit que quand notre crise avait lieu chez nous, quelques mois avant, il y avait la même crise en Afghanistan, entre Amir Karzai et un autre. Ils ont demandé qu'on récompte les voix. La même chose est passée en Haïti, avec le président Martelly. Il était classé 3e. Ils ont même dépêché Bill Clinton en Haïti pour récompter les voix. Après, le président Martelly, il a eu au 2e tour parce qu'il est arrivé 2e derrière la dame. Quand ils sont allés au 2e tour, il a battu la dame. Mais quelqu'un qui était 3e, c'est après le récomptage qu'il a été 2e qui sont allés aux élections. Et pourquoi pour la Côte d'Ivoire, ils ont pensé que c'était une injustice? Je sais ce qui s'est passé. Et nous savons tous ce qui s'est passé. Et ils savent tous ce qui s'est passé au point où ils regrettent aujourd'hui ce qu'ils ont fait. Mais c'est du passé. Il faut qu'on pense maintenant à la Côte d'Ivoire dans sa diversité. Les gens sont en prison, qu'est-ce que tu fais? Les gens sont en exil, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'on a besoin de positionner inutilement ses propres parents pour que demain, si quelqu'un arrive, ce soit un autre problème? Il ne faut pas qu'il y ait de la redondance dans ce qui se passe dans notre pays. Il faut que chacun essaie de penser à la Côte d'Ivoire du lendemain. Du quand dira-t-on? C'est à ça que je les invite. Il faut que chacun y mette du sien pour sauver la Côte d'Ivoire. Merci à Wassalon. Merci d'avoir édifié nos téléspectateurs. Amis de VNU TV, merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité et prenons rendez-vous pour nos prochains programmes. Je vous remercie.